François Bon, tiers livre, les jeudis livres, pas toujours, mais on essaye de s'y tenir. Pourquoi ? Parce que je le fais pas parce qu'il faut faire une vidéo, je le fais en fonction de ça m'attrape. Que ça m'attrape soit très gros. Il y a 15 jours, c'était Jean-Loïc Lequelec, La Caverne originelle, ou tout mince, ça compte pas, nous, pour les livres. Alors vous savez que dans les librairies, vous arrivez à la caisse, vous avez pris là ce que vous souhaitiez découvrir, et puis souvent juste à côté de la caisse il y a des petits bacs là, par exemple il y a Frank Pavlov de Shane, ça fait des années que c'est comme ça, mais ça marche toujours et ça vaut toujours le coup. Alors les libraires ils mettent ça ici parce que ça vaut pas cher, c'est un petit truc que vous prenez, c'est de la vieille astuce commerciale, et puis vous le rajoutez à votre petit livre. Qu'est-ce que ça peut faire de rajouter? Tenez, ils sont vendus 5 €. La fabrication, tout simple, c'est agrafé, ça n'empêche pas que c'est hyper propre, hyper nickel, que c'est un bon papier, dépôt légal. Bien sûr, on trouve les autres livres que propose l'éditeur. Ils ont la gentillesse de faire aussi une double page sur l'auteur, du même auteur, sur le même sujet des migrations. On va en parler avec des liens et tout ça. L'éditeur en question s'appelle Le Réalgard. Alors, quand vous passez dans une librairie, cherchez pas là dans les tables et rayons, mais regardez donc près du tiroir caisse justement, s'il n'y a pas ça qui est mis là comme une petite truc. Alors dans cette collection, le format là, tout vertical, justement, c'est ça aussi qui est agréable. Ça change du rapport de lecture, rien que par le format. Le Réalgard, on est apparemment, je crois, d'une galerie d'art à Saint-Étienne, une galerie qui existe toujours, qui porte toujours ce nom. Je vous mets le lien de leur site, le Réalgard-édition.fr, et là vous verrez tous nos livres et qu'il y en a toute une collection. Et alors les titres, je vous dis pas, ça s'appelle Lettre ouverte. Lettre ouverte à un vieux crétin incapable d'écraser une limace. Lettre ouverte au banquier séquestré dans ma cave depuis plusieurs semaines. Si je continue, lettre ouverte au docteur Haricot de la faculté de médecine de Paris, lettre ouverte et féline au libraire, lettre ouverte à Molière, peut-être ça c'était le premier, je sais pas, non, il y en a plein d'autres, lettre ouverte de R. Johnson au négrier, lettre ouverte à la cage des jours, lettre ouverte longtemps réservée à un éditeur noyé en poésie et dans son sang. Oh, rien que de voir ça, tu te dis, il faudrait peut-être que j'en lise quelques autres, il y a trop de plaisir. Voilà, donc on en est à une bonne dizaine d'exemplaires. Celui-ci, donc, c'est Bernard Bretonnière. Peut-être Bernard Bretonnière, vous le suivez sur Facebook, ça vaut vraiment le coup. Il habite Nantes. Tiens, je découvre qu'il n'y a pas le nom de l'auteur sur la couve, juste ça. Lettre ouverte aux 11 millions de lits français qui dorment sans personne dedans. Alors évidemment, on va pas spoiler, juste vous en donner... c'est court. Moi, je serais plutôt comme ça. J'ai envie de dire, allez, je vous en fais la lecture intégrale, et maintenant, vous le voulez aussi à la main, ou pour vous, allez le relire à d'autres. Mais non, on va rester sage. Mais quand même, on plonge dedans. Alors, c'est une lettre ouverte. Ça commence comment? Cher. C'est une lettre ouverte à des lits sans personne dedans. Donc, les deux premiers mots, c'est cher lit. Cher lit, que dis-je? Cher lit au pluriel. Puisque vous seriez quelques 11 millions dans notre beau pays. 11 millions de lits qui dorment seuls, sans personne dedans. Et peut-être sans nuit, peut-être ont froid. L'estimation de votre nombre, certes approximative et fluctuante, tenant plus de la statistique sociologique que des mathématiques, résulte d'une enquête selon laquelle un lit sur 6 resterait, le plus souvent, inoccupé quand la France compte un peu plus de 67 millions d'habitants, vivant dans 37 millions de logements, chambres d'amis sans amis, résidences secondaires sans résidents, couchage de dépannage sans panne,
etc. Et pendant que ces lits dorment sans personne dedans, pendant que vous dormez seul, cher lit français, jusqu'à 300 000 personnes dorment dans les rues de votre beau pays. Dans les rues même, puisque ne sont pas comptabilisés ceux qui vivent dans les foyers et autres centres d'accueil, pas plus que s'installent dans les squats, tout insalubre qu'ils soient, punaises de lit, cafards et rats, s'y invitant volontiers. Parmi ces 300 000 sans-abri, on estime un peu plus de la moitié les migrants, réfugiés, déboutés, ou en procédure de demande d'asile que l'État, pour cette dernière catégorie, a l'obligation légale, sinon morale, de mettre à l'abri, bien qu'il ne s'en acquitte que pour la moitié. Ô France, douce France, patrie des droits de l'homme, pays des lumières, terre d'asile, terre d'accueil, terre d'hospitalité. La France pacifique, lumière des nations, flambeau des peuples, avant-garde de la fraternité universelle. La France ceci, la France cela, écrivait Théodore Monod. En prenant les chiffres les plus hauts quant à l'évaluation des sans-abri, on comprend qu'il suffirait d'un lit vacant sur 36 ouvre ses draps pour que plus personne en France, natif ou étranger, ne passe ses nuits et ses jours dans la rue. Des migrants, des clandestins, j'en veux pas chez moi, sous ma couette. Attention, cher lit qui te rebiffe. Je sens que là, tu te fais abuser, je vais tenter de te l'expliquer. Clandestin, dans son emploi criminalisant, est un mot qui ment comme ment la formule immigration illégale. Pourtant, partout employé, répété, banalisé, aucun migrant n'est clandestin puisque tous le sont à leur arrivée. Dès qu'ils ont franchi la frontière, on ne vient pas de ces pays de misère, de mort ou en guerre avec un visa seulement accessible à une poignée de fils à papa de corrompus. Comment Soriba ou Hamid en obtiendraient-ils un quand ils n'ont pas l'argent exigé ? Quand ils ne sont pistonnés par personne, quand ils fuient le régime, les autorités, la police, les escadrons, les milices, les terroristes à leur trousse. Mais ils ne le sont plus clandestins le lendemain, voire le jour même de leur entrée, parce qu'ils se font sans tarder enregistrer dans une préfecture où ils reçoivent une attestation de demande d'asile les autorisant à séjourner un temps donné sur notre territoire national, attestation qui sera renouvelée jusqu'au terme de l'instruction de leur dossier, souvent plusieurs années, en cas de recours après un refus de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le terme migrant pose également question. Parmi ceux qui les aident, les accompagnent ou les hébergent, d'aucuns le récusent et ne l'emploient plus, au motif qu'il serait déshumanisant. Pour moi, il ne l'est intrinsèquement, sémantiquement, en rien. Certes, dans la bouche et sous la plume de certains, il a pris depuis quelques années une connotation négative par un usage rabaissant, dévalorisant et surtout condamnatoire. À force de l'entendre, suivi des épithètes hostiles de clandestins, donc illégal, irrégulier ou économique, mais faut-il dériver avec ceux qui salissent ce mot et partant, faut-il que les humanistes et les humanitaires le raient de leur vocabulaire ? Il s'agit bien de se demander si tous nous acceptons la péjoration délibérément apportée par les anti-migrants, et si nous devons abdiquer devant l'adversaire, ainsi que le fait très justement remarquer Jean-Pascal Dubo. C'est pourquoi ici et ailleurs, comme Patrick Chamoiseau et comme la CIMAD, Cartooning for Peace et Info Migrants, je continuerai d'employer ce terme qui seul peut englober des situations administratives et juridiques différentes, demandeurs d'asile, réfugiés, déboutés ou en situation irrégulière, refusant de me plier à une autocensure par intimidation pour laisser le champ libre à ceux qui abîment l'image des mots et vilipendent ceux que ces mots désignent. Les inoccupés, libres, je ne cherche pas à vous culpabiliser. Vos préjugés, vos réticences, vos peurs, je les connais ou les devine.
Je peux même aisément les comprendre, je me sentirais plus chez moi, je me suis tellement habitué à vivre seul, je ne suis pas assez disponible, ce serait trop lourd, je n'en ai pas les moyens, ni financiers, ni humains. Me méfiant des grands discours comme des exposés de considérations morales qui ne prouvent ni ne valident rien, et donc ne sauraient convaincre, je recours plus volontiers aux témoignages. On ne conteste pas un témoin. Ce qu'il raconte, il en fait l'expérience. C'est une réalité, une morale vécue, non livresque. Aussi, cher lit qui dormait sans personne dedans, et cher gardien plein de ces lits vides, écoutez-les, Élodie, Camille, Thierry et les autres. Quand j'ai accepté d'accueillir, je ne savais pas comment ça allait se passer. C'était l'inconnu total, mais très vite j'ai été pleinement rassuré. H est parfait en tout. Honnête, respectueux, attentif, énergique, courageux, il me redit chaque jour sa reconnaissance. J'étais tellement triste quand O est parti que j'ai aussitôt voulu accueillir un autre migrant. J'avais des appréhensions, mais j'ai découvert que ce sont des gens qui ont un vrai savoir-vivre. Les clés chez nous n'existent pas. Ma maison est la leur. Quelle richesse dans ces rencontres, quelle ouverture au monde. Je me sens grandi par ces expériences. L'arrivée de B dans ma vie a provoqué un bouleversement magnifique, irréversible. Les jeunes accueillis chez moi m'ont tous épaté. J'admire leur joie de vivre dès qu'ils sont posés et sûrs du toit qu'on leur offre. Dorénavant, ma vie sans accueillis n'est plus possible. Par la présence quotidienne de S, j'ai retrouvé une énergie perdue. Cette jeune Angolaise me redonne du courage pour tout. Cet accueil a changé ma vie en me sortant du petit confort dans lequel je commençais à m'encrouter. Tous, ils sont corrects, ils sont vraiment nickel. La vie partagée avec elle m'a fait rajeunir. Il est tellement gai et agréable que je me suis mis à refaire des tas de choses que je ne faisais plus. Mon fils, qui est en classe de seconde, m'a dit au 3e accueil « C'est fou, ils ne sont pas du tout comme on les décrit à la télé, ils sont très gentils, très courageux. » Pour mes petits-enfants, A est un tonton de plus. Ces accueils, tout simplement, ils ont donné un nouveau sens à ma vie. Faire du bien aux autres fait du bien à soi-même. C'est bon contre le ramollissement, ça réveille, ça empêche de déprimer, ça empêche de vieillir, de devenir des vieux cons. Que de bonheur partagé, de victoires arrachées, de connaissances acquises. Quel supplément de vie! Il y a un fossé entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Avec M, ses amis et mes enfants qui se sont entendus comme larrons en foire, nous avons recomposé une famille joyeusement bigarrée. Ils grandissent si bien ensemble. Je n'échangerai jamais mon existence actuelle contre mon existence d'hier. Vous ne savez pas ce que vous perdez en vous privant d'accueillir. Essayez, passez à l'acte, faites-le, vous verrez. Vous pouvez me croire. J'aimerais vous inoculer ça, ce truc que j'ai attrapé, pour vous donner envie d'ouvrir vos portes. C'est tellement bon, c'est tellement simple d'accueillir. Je ne demande pas à chacun de vous, vous, les 11 millions de lits, de soulever vos couvertures. Mais quoi si déjà 1 sur 10, 1 sur 20, est-ce vraiment impossible, irréaliste? Préférez-vous croire les menteurs, les fabulateurs, les manipulateurs, les calomniateurs qui vous présentent les migrants comme des clandestins, des délinquants, des criminels, des terroristes, des voleurs, des assassins, des violeurs? Les croirez-vous plutôt que d'entendre Élodie, Camille, Thierry et les autres? Permettez-moi à présent, s'il vous plaît, à la seule fin de témoignage direct, de vous rapporter très simplement ma propre expérience. À 20 ans, j'avais été tourneboulé par cette phrase du poète Jean Malrieux, lue dans son recueil si justement intitulé « Préface à l'amour ». Si ta vie s'endort, risque-la. Si ta vie s'endort, risque-la. Avec quelle acuité ranimée je l'entends aujourd'hui, car au moment d'accueillir mon premier migrant, j'avoue que j'ai craint d'être dérangé, qu'il dérangerait ma petite vie endormie. Puis je me suis interrogé, et si j'allais aimer être dérangé? Si, au fond, je n'attendais que ça, si j'en avais besoin, s'il était temps, grand temps, et si enfin j'allais trouver l'occasion de l'être dérangé. Dérangé
sorti de mon train-train de normopathes chahutés, désécurisé, emporté dans une aventure inconnue, ouvert à l'autre, à autre chose, à tous les autres. Oui, si je cherchais ceci, que l'étranger vienne me dépayser chez moi. Parce que, comme Élodie, Camille, Thierry et les autres, un jour j'ai franchi le pas, j'ai décidé d'ouvrir ma porte, et un lit, puis deux, je n'en avais pas trois. Ceux de mes enfants qui venaient de quitter la maison en raison de leur âge et de leurs études. Voilà donc 5 ans, considérant que je disposais dans ma modeste maison de 2 chambres libres, une assez grande et l'autre très petite, après avoir vu et entendu à la télévision dans quelle misère vivent les migrants sans abri, après avoir découvert avec quelle hostilité les considèrent certains de nos compatriotes appelant à les bouter hors de France par un jour d'automne particulièrement glacial et pluvieux, je me suis décidé à accueillir. La première personne à venir vivre chez moi n'a pas été adressée par l'association humanitaire vers laquelle un ami m'avait orienté. Il s'agissait d'un Congolais de Brazzaville, P, âgé de 28 ans. J'avais longtemps hésité, j'avais peur. Peur de laisser entrer dans mon chez-moi quelqu'un de malhonnête, d'irrespectueux, d'impoli, de désagréable, de sale, quelqu'un avec qui tout se passerait mal, quelqu'un qui pourrait se révéler invivable, qui pourrait tout souiller, casser, voler. J'ai connu ces peurs plus fantasmées que fondées, la peur confuse de l'inconnu, peur aussi stupide, sinon odieuse qu'elle puisse m'apparaître aujourd'hui, cette peur que vint si rapidement balayer mon expérience, c'est-à-dire la réalité. J'avais des raisons sans raison, mais j'avais tort. Ma peur s'est muée en envie. Désormais, je souhaite accueillir encore. Car j'en témoigne, accueillir, héberger chez soi se révèle facile, et pas seulement facile, heureux, bienfaisant, tonifiant. Reprenons. Les premiers jours, j'ai soigneusement caché ma précieuse sacoche contenant mes papiers d'identité, chéquiers, cartes bancaires, argent liquide, clés, etc. Verrouillé tout ce qui pouvait se verrouiller. D'emblée, P s'est révélé plus agréable. Du plus agréable commerce. Son honnêteté était exemplaire, comme son respect, sa politesse à tout égard. Ses autres qualités m'apparurent rapidement. Serviabilité, prévenance, gratitude, tolérance, désintéressement, responsabilité, discrétion, et consciencieux et soigneux, motivé pour tout. Nous parlions beaucoup, rions de même, malgré sa situation si menacée. Ma vie prenait un fichu coup de jeûne, mes journées devenaient radieuses. J'ai pu penser alors que j'étais tombé sur une exception, la perle rare. Or, à P restait 6 semaines chez moi avant de déménager dans le lit d'une autre famille bénévole. Ont succédé dans les mois, les années qui ont suivi, 20 nouveaux migrants, en majorité des hommes, aussi quelques femmes, quelques jeunes enfants accompagnés de leur mère qui nous avaient... et quelques jeunes enfants accompagnés de leur mère qui tous avaient préalablement vécu dans la rue. Dans le partage de notre quotidien, ils ont montré les mêmes qualités que P. L'hypothèse de l'exception tombait. Un seul, et c'est là l'exception. Par son comportement, n'a pas répondu à cette règle générale entraînée par de mauvaises fréquentations de Français. Mais à moi, il n'a jamais cessé le moindre préjudice, n'a jamais volé un centime, ni manqué de respect, trop beau pour y croire, bisounoursitude, angélisme bobotique, boboïque, non, stricte vérité. Ainsi, ces 2 lits chez moi ne connaissent plus le vide, ma maison ne connaît plus l'ennui ni la morosité. Nous vivons tous ensemble tellement mieux, tellement plus. Aujourd'hui et au quotidien, je ne peux plus me passer de leur présence. Elle m'est devenue nécessaire parce que naturelle, revigorante et salutaire et vitale. D'autres suivront, assurément, nombreux et longtemps. Je le veux désormais, pourquoi pas tout le reste de ma vie. Voilà. Bernard Bretonnière, lettre ouverte aux 11 millions de lits français qui dorment aux personnes dedans. Vous voyez, il y a les 2 agrafes, donc je suis pile à la moitié. Pas question d'en lire plus, ça vaut 5 €. Et moi, je l'ai trouvé là, comme ça, dans une petite boîte, comme une boîte à chaussures, près du tiroir caisse de la librairie, là, en ville. Alors la question, c'était, est-ce que j'ai le droit de lire ce texte ?
quand je lis Bernard Bretonnière, je repense à toutes ces expériences faites en atelier d'écriture, dans le cadre strict et délimité de l'atelier d'écriture, à Nancy, avec les sans-abri, ou à Argenteuil, avec une classe, ce qu'on dit UPE2A. Donc vous avez là, dans un petit groupe de 12, comme une image du monde entier, comme c'est beau, ces expériences. Moi, j'ai besoin de ce cadre. Et dans ma décision intime, intérieure, il y a l'idée que là, j'arrive à 70 balais, je suis dans un espace de travail. C'est autour. Est-ce que c'est un espace privé? Certainement, mais c'est un espace où le travail de la langue est particulièrement ce jeudi 19 janvier 2023, pour des raisons qui m'appartiennent. Cette concentration-là sur le travail, je l'assume, y compris dans un retrait. Est-ce que ça m'empêche de respecter, je connais le travail de Bernard Bretonnière dans sa dimension poétique, aussi dans son travail sur les listes, inventaires. Il y a des années qu'on doit avoir aussi un petit peu le même âge, on n'habite pas si loin. Donc c'est un respect qui est d'abord vis-à-vis de son travail. Pour ce qui est de ce dont il parle, je repense à Philippe Aigrin, décédé il y a 1 an et demi. Je pense au livre de Marie Connet. En ce moment, le titre c'est Île. L'île en question, c'est cette île-là sur la Bidassoa, à la frontière France-Espagne, où il y a des morts. Je pense aussi au travail de Jeanne Sautière, son dernier livre, mais aussi cette présence réseau et tout ce dont ça témoigne d'une implication quotidienne sur le terrain. Je la mesure et j'assume mon écart. Est-ce que lire le texte de Bernard et dire mon respect, ça rattrape quelque chose? C'est pas ça que je cherche. J'assume que je travaille la langue, mais j'assume dédicace profonde intérieure à Philippe Aigrin. Énorme respect pour le travail littéraire de Marie Connet et de tous ces gens dont Jeanne Sautière peut être aussi l'exemple. Comme j'étais évidemment aussi heureux et touché tous les 5 années que j'ai passées à l'école d'art de Cergy, d'être là en logistique aussi, derrière les étudiants qui, eux, y allaient aussi sur le terrain et qui y allaient souvent avec aussi des caméras, des magnétophones, mais s'installaient aussi pour de l'école, apprendre à lire et écrire, ces tout jeunes enfants, ou les collectes de vêtements, toutes ces choses-là. Je m'en tiens là, mais bravo le Réalgard, merci Bernard. Et oui, ça nous redonne quoi? Une dignité. Je n'ai pas le sentiment de l'avoir perdu, mais ça, de vibration intérieure. Et ça compte.